primer lugar, gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes una vez más en las calles del pueblo para continuar la jornada, para continuar esta batalla larga, para consolidar la independencia nacional que nos permita continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en esta tierra venezolana. Ha vuelto el huracán bolivariano. Esto es como un fuego sagrado. Esto que nos rodea, esto que se inflama por todas partes, es un fuego de amor en cada rostro, en cada mirada y por todos estos barrios. Cuando yo me cruzo con la mirada de ustedes, no es que me cruzo con la mirada nada más, es que me conecto directo y nos conectamos en el alma y en el corazón con el pueblo heroico de Venezuela. Es una conexión de amor, de profundo amor del corazón venezolano. Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice: Chávez, ya tú no eres Chávez. Ya yo no soy yo. Yo soy un pueblo. Y ustedes, así lo siento yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo. All right, Venezuelan television is now reporting that Hugo Chavez, the president of Venezuela, is dead. Venezuela's long-standing president, Hugo Chavez, has died after losing a battle against cancer. 委内瑞拉已故总统查韦斯的国葬仪式8号上午在首都加拉加斯的委内瑞拉军事学院举行。Президента Венесуэлы Уго Чавеса отключили от аппарата искусственного дыхания, а его мозг умер еще 2 месяца назад. Provocative and unpredictable strongman of Venezuela has died. The streets are filled with mourners. Hugo Chavez. We are going to start off today with some breaking news from Venezuela. We just got word that Venezuelan President Hugo Chavez has died. فنزويلا في حداد وطني ل7 أيام بعد الإعلان مساء أمس رسميا عن وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بعد معاناة. Venezuelan President Hugo Chavez is dead. L'hommage d'un peuple, d'une partie d'un peuple, à son leader, Hugo Chavez, charismatique président du Venezuela depuis 14 ans, s'est éteint la nuit dernière des suites d'un cancer. Image des rues de Caracas ici en direct, où une foule immense s'est rassemblée pour assister au passage de son cercueil. Ils sont des centaines de milliers de Vénézuéliens dans les rues de Caracas à crier leurs adieux. Une marée humaine, couleur de la révolution socialiste, accompagne la démocratie. Mars 2013. Quittant l'hôpital militaire, un cercueil fend la foule, soulevant autour de lui une clameur ininterrompue. À son passage, les hommes se dressent, les femmes pleurent ou se recueillent. Sur des kilomètres, un peuple uni dans la douleur accompagne la dépouille d'un homme, que beaucoup pourtant ont décrit comme un dictateur.
Contraste saisissant entre la ferveur d'une nation et une rumeur médiatique. À quel jugement doit-on se fier? Quel homme peut soulever une telle vénération? Retour sur un destin exceptionnel. Caracas, capitale de la République bolivarienne du Venezuela, pays où se réalise depuis 1998 une expérience révolutionnaire originale, où se réconcilient socialisme, nationalisme, christianisme et anti-impérialisme. Cette expérience est l'œuvre d'un homme providentiel, Hugo Chavez. Le Venezuela est un pays en développement du nord de l'Amérique du Sud, d'une superficie égale à 2 fois la France et de près de 30 millions d'habitants. 94% de sa population est urbaine et se trouve concentrée sur les villes côtières. Dans son ouvrage « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », l'écrivain Eduardo Galeano rappelait les causes historiques de cette concentration, celle d'un continent dont l'économie était tournée vers l'exportation de ses richesses par les premiers colons dès le XVIe siècle. 3 siècles plus tard, Simón Bolívar mènera les guerres d'indépendance qui aboutiront en 1811 à la création de la République du Venezuela. En 1859, une guerre civile appelée Révolution fédérale entraîna la création de 23 États, ce qui confère aujourd'hui encore aux gouverneurs de chaque État une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement central. Pays tropical à la géographie très diversifiée, le Venezuela fournit des paysages particulièrement variés. La savane, appelée Los Llanos, longue plaine herbeuse ponctuée de marécages, où les éleveurs font paître leurs troupeaux. Bordée à l'ouest par les hautes montagnes naissantes de la chaîne andine, qui imprimeront leur marque jusqu'à l'extrême sud du continent. Bordée d'autre part au nord par la mer des Caraïbes. Vaste étendue marine dont l'évocation fait surgir à la mémoire des atmosphères de paradis, d'eau transparente et de climat généreux. À l'est enfin se trouve le bouclier guyanais, ensemble éparse de hauts plateaux couronnés de jungles luxuriantes. Le Venezuela possède de très grandes réserves aquifères et de nombreux cours d'eau sillonnent le pays, certains se jetant du haut des montagnes comme le Salto Ángel, du haut de ses 979 mètres, la plus haute chute du monde, déversant leur courant dans la jungle amazonienne puis venant grossir l'Orénoque, ce fleuve au débit impressionnant, seulement dépassé par l'Amazone et le Congo. C'est dans ce bassin de l'Orénoque que se trouvent les plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde. Celle-ci assure au Venezuela sa position de 4e puissance latino-américaine, après le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Avec un PIB de 380 milliards de dollars en 2012, le Venezuela, 4e exportateur d'hydrocarbures au monde, possède une économie tournée depuis un siècle vers l'exportation quasi exclusive de pétrole. Cette immense richesse côtoie pourtant encore à la fin des années 80 une pauvreté extrême. 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les gouvernements successifs n'ayant jamais fait bénéficier les Vénézuéliens de cette manne pétrolière. Liés depuis 1958 par un pacte d'alternance unique, les 2 grands partis COPEI et Action démocratique s'échangent le pouvoir alternativement. C'est le pacte de Punto Fijo.
En 1989, ces inégalités sociales criantes amènent le peuple de Caracas à se révolter. C'est le Caracazo. 3 ans plus tard, devant l'impossibilité de sortir de cette situation explosive par des voies démocratiques, un groupe de soldats dissidents emmenés par un jeune lieutenant-colonel des parachutistes tente un coup d'État contre le gouvernement en place. Ce jeune lieutenant-colonel, c'est Hugo Chavez. Hugo Rafael Chavez Frias est né le 28 juillet 1954 à Sabaneta, petit village de campagne situé à l'extrémité nord de l'état de Barinas, province rurale où vit une population peu dense. Cet état est parcouru par une savane traversée par des hommes à cheval, arpentant les champs et surveillant leurs troupeaux. Ce sont les Llaneros. L'état de Barinas fait partie des 7 états recouvrant les Llanos, ces prairies, ces savanes et ces brousses tropicales qui occupent un tiers du territoire vénézuélien. Nous sommes là, au cœur de la géographie et de l'histoire du Venezuela. C'est ici que naquirent les rébellions les plus féroces contre les colons espagnols. Souvent appelés les cow-boys d'Amérique du Sud, en référence à leurs homologues du Nord, les Llaneros sont connus pour être des guerriers vigoureux, ce qui fit dire au général espagnol Pablo Morillo, s'adressant au roi Ferdinand VII, « Sire, donnez-moi 100 000 Llaneros, et je mets l'Europe à vos pieds. » Peuple inspiré par une nature généreuse, les Llaneros sont aussi des musiciens de talent, des chanteurs, des poètes, et firent de leur région un haut lieu de la culture vénézuélienne. Chavez dira plus tard que les Llanos sont le cœur de ce qu'il va appeler la vénézolanité, ce sentiment d'appartenance viscérale à la nation vénézuélienne. C'est dans cette région de tradition et d'enracinement que se dessineront les contours d'un nationalisme de résistance et d'émancipation qu'Hugo Chavez appellera le bolivarisme. Au début des années 50, Sabaneta, le petit village où naît Hugo Chavez, se compose seulement de 3 rues et de quelques maisons. C'est pourtant ce hameau qui se retrouvera plusieurs fois être l'épicentre de la grande histoire du Venezuela. Il jouait en effet d'une position géographique centrale. Sabaneta était le passage obligé des marchands, des armées coloniales, mais aussi de libération qui devaient traverser le fleuve Bocono pour rejoindre l'Amérique andine. Bolivar, au début du XIXe siècle, Ezequiel Zamora, quelques décennies plus tard, ou même Mesanta, chef des rébellions du début du XXe siècle et arrière-grand-père d'Hugo Chavez, tous passèrent par ce petit village. C'est ici, et à travers les récits de sa grand-mère, que se construisit l'imaginaire du petit Huguito. Hugo Chavez, deuxième fils d'une fratrie de 7 enfants, vit pauvrement avec sa grand-mère Mama Rosa et son grand frère Adam dans cette petite maison de terre battue, flanquée d'un toit en feuilles de palmier. Située en contrebas du village, parmi les maisons les plus pauvres de la rue, elle voit grandir le petit Hugo, qui y vit une enfance heureuse. Dans ce jardin habité par une multitude d'oiseaux et gardé par Guerdan, celui que tout le monde appelle Huguito noue un lien très étroit avec la nature et les animaux, que sa grand-mère lui apprend à aimer et respecter. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría a Papá Dios, mándame al mismo lugar. La misma casita de palma inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Les parents d'Hugo Chavez sont instituteurs et enseignent dans un village non loin de Sabaneta. Ils laissent la garde des 2 fils aînés à leur grand-mère paternelle en raison de leurs difficultés financières. Claro, la abuela es la que estaba todos los días cuando uno se levantaba, desde que tengo uso de razón. La abuela es la que nos dormía, la abuela era la que hacía el desayuno, la abuela era la que cocinaba y uno le buscaba la leña en el monte para el fogón. La abuela fue la que vi casi que morir y la lloré y la enterramos. Es la mamá vieja, imagínate. Entonces el recuerdo de mi abuela en el alma es mucho más intenso, mucho más profundo. Cette pauvreté amène le petit Hugo à vendre, après l'école, des sucreries préparées par sa grand-mère, avec les fruits du jardin familial.
Ya yo, zagaletón, vendiendo arañas por allá, me decían el bachaco. Yo era bachaco, era como catirucio, así. Y entonces empezaba, yo gritaba, araña a los Chávez. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Parler, vendre, négocier, convaincre. Hugo Chávez dira plus tard que cette activité précoce contribua à développer en lui les facultés oratoires qui firent de lui un tribun de talent. Après la débrouille acquise dans la rue, c'est à travers ses études que le petit Hugo excelle. Très tôt, Mama Rosa apprend à ses deux petits-fils à lire. Dans la revue tricolore qu'amène son père chaque dimanche, Hugo Chávez apprend l'histoire héroïque de ceux dont il se revendiquera plus tard. Simon Bolivar, Francisco Miranda, Simon Rodriguez ou encore Ezequiel Zamora. Les portraits de ces hommes marqueront sa vie et constitueront les fondements du nationalisme d'émancipation d'Hugo Chávez adulte. Passionné de lecture et passionné par l'école grâce à ses parents instituteurs, Hugo Chávez est le premier de sa classe tout au long de ses études. Régulièrement, il aide ses camarades à faire leurs devoirs. Lorsqu'il n'est pas à l'école ou qu'il ne vend pas des sucreries, Hugo Chávez joue avec ses amis du village, à la pelota, une version simplifiée et populaire du baseball, sport qui deviendra plus tard sa passion. Influencé par sa grand-mère très croyante et enfant de cœur suivant la volonté de sa mère, le petit Hugo passe ses dimanches à l'église, à préparer les messes et à nettoyer les figurines des saints. Il discute beaucoup avec le prêtre du village, le père Velasquez, manifestement imprégné des idées sociales qui donneront lieu au début des années 1970 à ce qui fut appelé la théologie de la libération. Ces premières discussions le marqueront profondément. Partage, entraide et don de soi sont des valeurs présentes très tôt chez Hugo Chávez. Plus tard, le message du Christ qu'il assimilera toujours au socialisme deviendra l'une des principales sources d'inspiration de sa doctrine politique. Vivant dans un pays et un continent traversés par de violentes convulsions politiques, Hugo Chávez enfant est le témoin d'événements historiques qui l'initieront très tôt à une vision critique de la société. En 1958 aura lieu le renversement de la dictature militaire de Pérez Jiménez, puis la signature de l'accord de Punto Fijo, qui garantit aux deux grands partis de l'époque, les sociaux-démocrates et la droite catholique, un régime d'alternance unique. Face à ce déni de démocratie, la gauche prend les armes, formant des foyers de guérilla tout près de la région où vit alors Hugo Chávez. En 1959, le petit Hugo a 5 ans lorsqu'il assiste l'oreille collée au petit poste de radio grésillant de sa grand-mère au renversement de la dictature de Batista à Cuba et à la prise de pouvoir par un certain Fidel Castro accompagné par le déjà légendaire Che Guevara. Au début des années 60, des rébellions militaires seront sévèrement réprimées par le gouvernement prétendument de gauche de Romulo Betancourt. Hugo Chávez poursuit ses études dans la ville de Barinas. C'est ici que l'un de ses amis l'invita un jour à venir assister avec lui à la conférence d'un instructeur de l'armée, venu faire découvrir la carrière militaire aux élèves. Un día llegó un teniente a dar una charla en el liceo, a informarle al 5e año y nos mandaron a todos al teatro. Me interesé. Hugo Chávez en ressortit avec une certaine curiosité pour la carrière militaire. Mais la perspective de pratiquer le baseball au sein d'une équipe structurée le séduisit avant tout. L'armée lui offre la possibilité d'assouvir sa passion et de jouer en championnat. À l'âge de 17 ans, après l'obtention du baccalauréat, il intègre donc l'armée malgré les réticences de sa famille, face à ce qui leur rappelle encore des décennies d'oppression. Y un 8 de agosto del año 71, era domingo, ingresé a la Academia Militar.
L'académie militaire fut pour Hugo Chavez une école, le lieu de sa véritable prise de conscience politique. Sa passion pour le baseball est rapidement dépassée par une autre passion, celle de l'histoire, de sa patrie et sa préoccupation pour la condition de son peuple. Las marchas, con el fusil aquí al hombro y el casco. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. La patria, ¿no? Más cuando vuelva por ahí. Y el himno y la bandera, todos los domingos. Y yo veía esa bandera. Y recordaba mi niñez y la revista Tricolor, y la bandera, y un fusil. Y dije de repente, non, esto es lo mío, soy soldado. Le jeune homme retrouve alors les passions de l'enfant pauvre qu'il était, le vendeur de sucreries, les enseignements humanistes de sa grand-mère, les épopées patriotiques de la revue Tricolore, le Christ révolutionnaire du père Velázquez. Entonces, en la Academia Militar de entonces se había instaurado el plan Andrés Bello, que daba posibilidad de que los alumnos vieran más hondo y lejos. Y entonces, Hugo Chávez, que tenía una capacidad intuitiva extraordinaria, una perspicacia como nadie, era una esponja para captar todo. Yo le decía, tienen la angustia del conocimiento, Hugo, de la academia. Y él siempre me seguía a mí. A veces yo andaba manejando y entonces estaba en un carro, estaba mi general. Yo estoy detrás de ustedes, podemos hablar un poquito. Entonces, esos afectos, esa química entre algunas personas. À l'école militaire, son instructeur et général Jacinto Pérez Arcay lui prodigue des cours d'histoire, lui conseille des livres et l'oriente dans sa compréhension générale du monde. Les heures passées jusque tard le soir dans la bibliothèque de l'Académie militaire permirent à Hugo Chavez de s'élever. À l'enracinement et au bon sens populaire hérité de sa grand-mère s'ajoutèrent les connaissances indispensables à la définition d'une véritable vision politique. Un jour, tu gouverneras le Venezuela. Prépare-toi, lui disait Jacinto Pérez Arcay. Fui su novia. Sí, estuvimos una relación muy bonita. Después de adulto también estuvimos, él estuvo muy pendiente, yo también, pero bueno, él se casó, yo me casé, hizo su hogar, yo también. Nos alejamos, nos volvimos a encontrar, fuimos muy buenos amigos. Estuve yo con él en muchas ocasiones para el proceso. Para mi querida amiga Telma, Hugo. Esta foto me la tomé hace algunos meses cuando aún estaba en segundo año. Es el uniforme de gala de color azul celeste. Rapidement, au sein de cette promotion Simon Bolivar, Hugo Chavez se révèle être un leader naturel, un jeune homme charismatique, enjoué, fidèle, drôle, parlant haut et juste, protégeant ses camarades contre les punitions injustes de leurs supérieurs. Cet ascendant naturel sur ses compagnons, Hugo Chavez l'emploiera à la formation d'un petit réseau bolivarien, constitué de ses amis les plus proches. En effet, il a très tôt l'intuition que le peuple doit renouer avec son passé pour envisager son avenir. Or, le général Simon Bolivar est le fondateur de la République du Venezuela, l'artisan de la libération du pays et de 5 autres nations sud-américaines face aux colons espagnols. Il est un personnage de premier plan dans l'histoire du pays, mais reste paradoxalement mal connu par les Vénézuéliens. Pour Hugo Chavez, cet homme qu'il admire représente le symbole de la libération passée du Venezuela, qu'il faut désormais ériger comme étendard contemporain de la lutte contre l'oligarchie. Il se distingue ainsi des mouvements communistes et des guérillas marxistes en choisissant des héros nationaux, enracinés dans l'inconscient collectif, avec lesquels le peuple peut s'identifier, au contraire de personnages plus lointains et trop marqués comme Marx, Lénine ou Trotsky. El 5 de julio de 1975 yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Eso sí es verdad. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde.
En 1975, Hugo Chavez est diplômé de l'Académie militaire en tant qu'officier spécialisé en communication de l'armée de terre vénézuélienne. Affecté d'abord dans sa région natale, il est rapidement transféré dans un régiment de contre-guérilla au nord-est du pays, dans la ville de Cumaná. Confronté directement à la dure réalité de la guérilla vénézuélienne des années 70, il se persuadera définitivement de l'inutilité et même de la contre-productivité de la lutte armée, en dehors du cadre de l'armée conventionnelle. Dans son carnet, où il note jour après jour ses impressions, ce jeune homme d'à peine 22 ans écrira prophétiquement: « Le grand désavantage de la guérilla, c'est leur désunion. Union, 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 où l'anarchie nous dévorera. Et pendant ce temps, mon peuple ne réagit pas. Nous en sommes au même point. Qui agitera la flamme? Nous pourrions allumer un brasier, mais les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi ne pas les créer? Les militaires empoignant leurs épées pour défendre les conquêtes sociales. L'espoir est là, peut-être. Je dois le faire, même si cela doit me coûter la vie. Peu importe, je sens que je suis né pour ça. Jusqu'à quand vais-je rester ainsi? Je me sens impuissant, improductif. Je dois agir. » Le 28 octobre 1977, après une embuscade mortelle menée par la guérilla contre ses troupes, où il vit mourir inutilement 7 de ses hommes, Hugo Chavez décida de constituer, avec 4 de ses soldats, son premier véritable réseau dissident au sein de l'armée. L'armée de libération du peuple vénézuélien naquit ainsi en pleine forêt, à la lueur d'un feu de camp. Cet événement en apparence anodin fit naître plus tard l'idée du mouvement national de l'armée bolivarienne révolutionnaire, qui deviendra en 1986 le mouvement bolivarien révolutionnaire MBR 200, à l'origine de la rébellion du 4 février 1992. Especialmente a los oficiales del Regimiento de Agua y a todo el cuerpo de paracaidistas recién graduados y especialmente a todas las damas presentes. Cuando usted quiera, maestro. Vaya. Por el camino polvoriento de nuestra gran geografía, compadre. Hoy por un rumbo hacia Marina, esta bella tierra vida. En décembre 1982, quelques mois avant le bicentenaire de la naissance de Simón Bolívar, on confie au jeune Hugo Chavez le soin d'improviser un discours devant les troupes réunies. Vêtu du béret rouge spécifique au régiment de parachutistes où il a été muté, et qui deviendra un des symboles du chavisme, il mêle à son discours envolée lyrique et position politique radicale. Imprudemment, il se découvre et ses supérieurs le lui reprochent. Le soir même, il décide alors de regrouper 3 de ses plus fidèles camarades. Il prête serment au pied d'un arbre immense où, suivant la légende, Simón Bolívar se réunissait avec ses généraux au cours de son épopée libératrice. 2 siècles après la naissance du Libertador, ces 4 jeunes soldats entonnèrent le serment du Samán de Guerre. Je jure sur le Dieu de mes pères, je jure sur ma patrie, je jure sur mon honneur, que je ne donnerai pas de tranquillité à mon âme, ni de repos à mon bras, tant que je ne verrai pas briser les chaînes qui oppriment mon peuple par la volonté des puissants. Élection populaire, terre et hommes libres, terreur pour l'oligarchie. Le mouvement bolivarien révolutionnaire MBR 200 est né. Hugo Chavez en est maintenant le père et le leader incontesté. En 1977, Hugo Chavez se marie à une jeune fille de son village natal, Nancy Colmenares. De ce premier mariage naquirent 2 petites filles, Rosa Virginia, née en 1976, et Maria Gabriela, née en 1980. Enfin, en 1986, naquit son fils Hugo. Menant une double relation pendant 10 ans avec l'historienne Irma Marksman, il divorcera de sa femme Nancy au milieu des années 1990. Il se remariera en 1997 avec une jeune journaliste vénézuélienne, Marisabel Rodriguez, avec qui il aura une petite fille en 1997, Rosines. Leur relation cessa brutalement en 2004. La place de première dame fut dès lors tenue par ses filles, Rosa Virginia, puis Maria Gabriela,
qui accompagnèrent leur père à chacune de ses visites officielles. Le MBR 200 a pour particularité d'être un mouvement nationaliste d'obédience bolivarienne, issu de l'armée, et qui deviendra par la suite un mouvement civico-militaire. L'idée d'Hugo Chavez est qu'à terme, le soldat se sente parmi le peuple comme un poisson dans l'eau, comme le souhaitait Mao Tse-tung. Le peuple doit retrouver confiance en son armée. En effet, les courants militaires nationalistes sont alors en plein développement à travers toute l'Amérique du Sud. Quelques années plus tôt au Pérou, le général Juan Velasco Alvarado avait pris le pouvoir par la force et mis en place une révolution nationale. Au même moment, au Panama, le général Torrijos, qui sera renversé et tué par la CIA, prit le pouvoir. Mais Hugo Chavez, qui portait en grande estime ses hommes, veut aller plus loin. Le pouvoir ne doit pas, selon lui, reposer que sur les forces armées, car il serait trop fragile. L'union nationale des civils et des militaires doit constituer le cœur de la révolution. Au début des années 1970, Hugo Chavez s'intéresse de près à l'expérience de socialisme militaire du général Torres en Bolivie. 3 ans à peine après la capture et l'exécution du Che dans les montagnes boliviennes, le général Juan José Torres s'était appuyé sur ce qu'il appelait les 4 piliers de la révolution: les syndicats, les organisations paysannes, les mouvements universitaires et des officiers progressistes. Torres fut renversé en 1971 par le général Hugo Banzer aux ordres de Washington, puis assassiné en 1976 lors de la sanglante opération Condor d'élimination des opposants aux États-Unis. Au Venezuela, c'est le militaire vénézuélien Hugo Trero, à l'origine de la chute de la dictature de Pérez Jiménez en 1958, et fondateur du mouvement nationaliste vénézuélien intégral, qui inspira également Hugo Chavez. Il contribua à définir cette doctrine d'inclusion des civils dans un mouvement originel issu de l'armée, avec comme objectif une révolution nationale et socialiste. Une fois Chavez au pouvoir, on retrouvera les milices populaires comme garantie d'indépendance de la nation, face aux menaces d'ingérence extérieure. Le fonctionnement très secret, hiérarchisé et divisé par région du MBR 200 permet aux petits groupes rebelles de s'étendre dans l'ensemble du pays, sans éveiller de soupçons au sein de l'institution militaire durant 10 longues années. Le mouvement se développe au sein de l'armée de terre et de l'armée de l'air, mais pas dans la marine, où les classes populaires sont historiquement moins nombreuses. Hugo Chavez retourne à l'académie militaire au début des années 1980, mais cette fois en tant qu'instructeur. Il a 28 ans et s'aperçoit qu'il aime enseigner, transmettre son savoir avec pédagogie. Une fois au pouvoir, il mettra cette qualité au service des émissions de télévision, où il se produira chaque semaine, délivrant de véritables séances d'éducation populaire. En raison de la position stratégique d'Hugo Chavez au sein de l'Académie militaire, le MBR 200 connaît un développement important. De 1985 à 1988, il interceptera les meilleurs éléments pour les recruter dans son mouvement rebelle. C'est ainsi qu'il enrôlera Diosdado Cabello, futur vice-président du pays. Meneur d'hommes reconnu par tous, Hugo Chavez gravit les échelons de l'armée sans difficulté. Capitaine en 1982, il est promu major en 1986, puis lieutenant-colonel en 1990. Mais 1982, l'année de création du MBR 200, est aussi l'année du décès de la grand-mère bien-aimée d'Hugo Chavez, morte d'une tuberculose. Mama Rosa a contribué à la formation et la personnalité d'Hugo Chavez, lui transmettant ce bon sens populaire qui fit d'Hugo Chavez le héros des classes populaires vénézuéliennes. Toute sa vie, il lui rendra hommage. La situation économique à la fin des années 70 est catastrophique. Le président sortant Carlos Andrés Pérez, social-démocrate suspecté de corruption par le Congrès à la fin de son mandat, laisse un pays très endetté et au bord de la faillite. Pourtant, les 2 chocs pétroliers de 1973 et de 1979 auraient dû permettre au pays de s'enrichir, puisque les prix du pétrole s'étaient envolés. Mais Carlos Andrés Pérez, malgré la création de l'entreprise nationale PDVSA qui n'était qu'une façade, a en réalité continué à abandonner la manne pétrolière aux mains d'une élite vénézuélienne milliardaire. L'argent du pétrole était ainsi placé à l'étranger plutôt que de permettre au pays de se développer.
Cet afflux massif de pétrodollars vers les banques étrangères permit à celles-ci, avec les encouragements du FMI et de la Banque mondiale, de prêter aux pays en sous-développement à des taux très bas tout au long des années 70. C'est ainsi que le Venezuela s'est vu devoir emprunter aux banques occidentales ses propres revenus pétroliers, enfonçant le pays dans le surendettement. Au début des années 80, l'élection du président Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni entraînèrent un basculement du rapport de force entre détenteurs du capital et emprunteurs à travers le monde. Les courants néolibéraux imposèrent une hausse des taux directeurs par le biais des banques centrales américaines et européennes. Cette hausse des taux directeurs aura un effet désastreux sur les pays sud-américains, qui voient le service de leur dette littéralement exploser. Il se produisit alors ce que l'on appela la crise de la dette externe sud-américaine. Ces pays ne purent plus rembourser leurs dettes devenues trop lourdes pour leur fragile économie. Au Venezuela, la situation explose le 18 février 1983, ce vendredi noir où la Banque centrale vénézuélienne se déclara insolvable. Le pays frôle la catastrophe et en sera affaibli pour de nombreuses années. De plus, le prix du pétrole ayant baissé tout au long des années 80, les politiques sociales se réduisirent en deçà de l'admissible pour un peuple vénézuélien excédé par les scandales répétés de corruption dans l'administration. Élu en 1984, le social-démocrate Jaime Lutinchi, qui sera condamné pour corruption après son mandat, mit en place une sévère politique de contrôle des changes, des salaires et des prix. Cette politique fit chèrement payer au peuple la trahison des dirigeants corrompus et incapables. En 1989, Carlos Andrés Pérez est réélu de nouveau à la présidence du Venezuela, en promettant des initiatives favorables au peuple. Mais dès les premiers jours de son mandat, des mesures néolibérales soumirent encore un peu plus le Venezuela au joug du Fonds monétaire international. Les promesses électorales s'évanouirent et les prix s'envolèrent. C'est dans ce climat délétère qu'éclata le Caracazo. Ce matin du 27 février 1989 commencent les premières révoltes spontanées, circonscrites à certains quartiers de Caracas. Elles s'étendent rapidement à la capitale, puis tout le pays. Le peuple exaspéré investit la rue. Les magasins sont saccagés. La loi martiale est alors promulguée. La police et l'armée répriment la population dans le sang, faisant en une seule journée plusieurs milliers de morts. C'est une véritable hécatombe. ¿Qué piensa de todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos días? Bueno, que esto es una lección que ha dado al pueblo, de que la cosa es que hay que hacer justicia, pues. ¿Piensa que la reacción en alguna manera ha sido justificada? En cierta parte sí. En otras quizás no. Ahí hubieron excesos. Pero una reacción del pueblo, pues. ¿Ha estado en peligro la democracia venezolana en estos días? Afortunadamente, en ningún momento. La democracia venezolana es muy sólida. Mi gobierno está apuntalada por una fuerte mayoría popular y todos los sectores de la colectividad respaldan la democracia. Hugo Chavez, alors major à Miraflores, le palais présidentiel, se trouve lors des événements dans sa maison familiale de San Joaquín, à 100 km de Caracas. Cloué au lit par une rubéole, il ne participe pas aux événements qui ni lui, ni les groupes dissidents civils avec lesquels il est en contact n'ont su anticiper. Chavez dira plus tard, lors de son dernier discours à la nation, que ce matin du 8 mars 1989, le grand peuple vénézuélien jusqu'alors endormi, comme mort, va renaître tel un Lazare collectif. Como muerto, y llegó el Lázaro colectivo y se levantó. Dès lors, plus rien ne pourra arrêter le mouvement, qui est en marche et qu'Hugo Chavez mènera à la victoire 10 ans plus tard. À partir du Caracazo, le MBR 200 entre dans une période d'activité très intense. Cette première occasion d'agir a été ratée et le mouvement ne peut se permettre de perdre une autre occasion. Il passe à l'offensive, recrutant toujours plus de soldats patriotes, mais peinant à réunir autour de lui des mouvements civils divisés, déchirés et idéologiquement fragilisés par l'atmosphère de fin de socialisme que fit naître la chute de l'Union soviétique. Plus tard, ces mouvements civils formeront d'ailleurs, pour la plupart, une virulente opposition contre Hugo Chavez président. Alors âgé de 35 ans, Chavez est plus actif que jamais.
les services secrets le soupçonnent de plus en plus d'être le chef possible d'une conspiration. Il déclare à ses amis « Même si nous devions n'être que 5, j'attaquerai le palais présidentiel, le fusil à la main ». En juillet 1990, malgré la volonté contraire de certains de ses supérieurs, Hugo Chavez est promu lieutenant-colonel, le rapprochant du grade de général. Cette ascension est d'une importance capitale, puisqu'elle lui permet dès lors de commander un bataillon de 500 à 1000 hommes, lui donnant les moyens concrets d'agir. Le bataillon de parachutistes de Maracay lui est finalement confié. Hugo Chavez connaît bien ces hommes, les bérets rouges, pour avoir été formé avec eux. Ce bataillon, situé à seulement 100 km de Caracas, lui semble parfaitement approprié pour une action d'envergure nationale. À la fin de l'année 1991, le peuple réclame un changement radical et le MBR 200 est prêt à le lui apporter. Il agira seul, sans les mouvements civils l'ayant lâchement abandonné au dernier moment. Andrés Velázquez, le chef du mouvement politique de gauche radicale Causa R, l'accuse même d'être une bande de dictateurs en puissance. Mais en quelques mois, le bataillon lui est acquis. Le soir du 3 février 1992, ayant réuni son bataillon dans la cour de la garnison, Hugo Chavez entonna « Camarades, la patrie est en danger, qu'allons-nous faire ?» Tous répondirent « Voler comme des aigles ». Le 4 février 1992, Carlos Andrés Pérez rentre de voyage présidentiel. Le coup d'État peut commencer. L'objectif militaire est de prendre le contrôle des garnisons principales du pays et pour le bataillon de Chavez, d'avancer jusqu'à Caracas par voie terrestre. Il faut intercepter la caravane du président lors de son passage dans un tunnel situé sur l'autoroute qui serpente entre l'aéroport et la capitale et le faire prisonnier. L'objectif politique est de prendre le pouvoir, imposer une assemblée constituante, briser le pacte de Punto Fijo et démettre l'oligarchie au pouvoir. Par la froide matinée du mardi 4 février, le lieutenant-colonel Hugo Chavez dit adieu à sa femme, embrasse ses enfants qui dorment, puis abandonne un papier sur la table où sont écrits ces mots. « Rosa Maria Hugo, mes bénédictions pour toujours. Où que j'aille, vous serez avec moi jusqu'aux derniers instants. » Il rejoint ensuite son régiment, puis, prétextant un exercice militaire, sort avec ses troupes de la garnison de Maracay en direction de Caracas. La colonne qui se dirige alors vers un destin incertain se compose de 500 soldats et d'une poignée de blindés sans munitions. Les chances de réussite sont minimes. En effet, dès l'aube, le plan initial est avorté en raison d'une trahison interne au MBR 200. Carlos Andrés Pérez est averti du soulèvement. La caravane présidentielle est désormais sous haute protection de l'armée. Hugo Chavez, du haut d'un vieux fort situé sur une colline surplombant Caracas, doit commander les opérations. Mais les transmissions ne fonctionnent pas. Isolé de ses troupes, il ne peut coordonner l'intervention militaire. Le groupe de soldats partis seuls et sans communication à l'assaut du palais présidentiel se bat courageusement jusqu'à l'aurore. Un tank parvient jusqu'au perron du palais présidentiel. Des soldats insurgés investissent le bâtiment et font face au feu de la garde présidentielle. On compte déjà 35 morts des deux côtés et des dizaines de blessés. Devant l'échec de l'opération, Chavez, isolé, décide de se rendre aux autorités en milieu de matinée. Il tente ainsi d'éviter un bain de sang encore plus grand. Il est rapidement fait prisonnier, mais grâce à des complicités internes, échappe à l'assassinat exigé expressément par Carlos Andrés Pérez. Pendant ce temps, les troupes dispersées du MBR 200 continuent à se battre. Mais l'état-major menace de bombarder les positions des insurgés. La situation est extrêmement tendue. Chavez proteste avec véhémence, demande à parler par radio ou par téléphone à ses lieutenants. Le risque d'une répression sanglante par le pouvoir est très grand. Il est urgent de rétablir le calme. C'est alors qu'un amiral lui propose de s'adresser lui-même à ses troupes, par le biais de la télévision. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra,
oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. En 50 secondes de discours improvisé, Hugo Chavez entre dans l'histoire et lègue à la postérité sa célèbre formule « Pour le moment ». Il offre ainsi à tout un peuple l'espérance d'une libération future. Ce 4 février 1992, Hugo Chavez est immédiatement emprisonné avec ses officiers et sous-officiers en plein centre de Caracas. La foule se presse nuit et jour aux grilles de la prison San Carlos. Les autorités sont alors obligées de déplacer l'insurgé loin de la capitale. L'homme qui s'était enfin dressé contre le pouvoir avait assumé seul ses responsabilités. Ce métis de conditions modestes ressemble au peuple, qui s'identifie immédiatement à lui. Le lieutenant-colonel Chavez remporte immédiatement l'adhésion des classes pauvres. Le soutien du peuple à la rébellion militaire du 4F est total et sincère. Le béret rouge et l'uniforme de parachutiste deviennent la tenue la plus populaire chez les Vénézuéliens, comme le fut le bonnet phrygien durant la Révolution française. Nuevamente el presidente Carlos Andrés Pérez se enfrentó a un intento de golpe de Estado por parte de fuerzas rebeldes. Mais ce soutien immédiat à l'égard du MBR 200 et de Hugo Chavez en particulier déclenche dès les premières heures le déferlement d'une propagande médiatique nationale et même internationale. L'oligarchie en place use de sa mainmise sur la presse et la télévision pour salir la réputation du groupe rebelle. Le MBR 200 est décrit comme un mouvement d'extrême droite raciste. Les médias comparent les insurgés aux Carapintadas, ce mouvement militaire argentin nationaliste et catholique inspiré par le général Perón, une des références idéologiques de Chavez. Ils espèrent ainsi les disqualifier auprès du peuple en utilisant l'éternel stratagème de la diabolisation. Y ahora conectamos vía microondas con el Palacio de Miraflores, con imágenes cedidas por Venevisión, con el homenaje póstumo que le rinde el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, a los efectivos de la Guardia de Honor caídos en los sucesos de la madrugada del martes. Mais le lien qui unit Chavez et les Vénézuéliens est immédiat et sans intermédiaire. La diabolisation opérée n'a aucun impact sur la majorité de la population, qui soutient toujours davantage le mouvement de libération. Les partis institutionnels, soucieux de leur image, prennent leur distance. Mais Fidel Castro, homme politique avisé, comprend tout de suite la portée de l'action de ce jeune inconnu. Il parle immédiatement d'une explosion sociale, et non d'un coup d'État. Il sera le seul soutien clair à Hugo Chavez, et le premier dirigeant à l'accueillir à sa sortie de prison. Les soldats ayant participé de près ou de loin au mouvement du MBR 200 viennent remplir les cellules des prisons de tout le pays. La plupart seront expulsés de l'armée. Mais tous ces hommes bénéficient de l'appui massif du peuple, et donc inévitablement de la bienveillance de certains militaires au gradé. Le colonel chargé de la prison où est incarcéré Hugo Chavez est lui-même impressionné par son prisonnier de marque. Cette admiration se retrouve également chez les gardiens de prison, qui contreviennent volontairement aux ordres du régime et adoucissent les conditions de détention des prisonniers. C'est ainsi que Chavez peut, au cours de ses 780 jours de détention, lire un nombre incalculable d'ouvrages. Enrichissant encore ses lectures de jeunesse, il découvre ou approfondit des auteurs aussi divers que Lénine, Marx, Rousseau, Camus, István Mészáros, Nietzsche ou Victor Hugo. La prison sera pour Hugo Chavez, selon ses propres mots, une école, une forge. Il noue des liens avec l'universitaire Rolred Giordani, son futur ministre de la Planification, et commence une thèse de doctorat sur les changements constitutionnels.
Ces 2 années d'incarcération sont ainsi l'occasion pour Hugo Chavez d'approfondir sa doctrine et de préciser ses objectifs. Dehors, la campagne de désinformation bat son plein. Pour David Goldberg, connu sous le nom de David Gart, stratège américain et spécialiste en communication politique, il faut écraser Chavez pour sauver la 4e République, allié indéfectible des États-Unis. Mais celui-ci se défend en écrivant de nombreux articles destinés à la presse. Le journal du MBR200 voit le jour. Son titre reprend la célèbre formule de Hugo Chavez, « pour le moment ». D'autre part, grâce à quelques gardiens favorables au mouvement, des caméras sont introduites dans la prison, permettant à Chavez de donner plusieurs interviews vidéo clandestines. Fundamentalmente, nos duele la patria, definida por el cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, como el hombre, es decir, la patria es el hombre. Eso es lo que realmente nos preocupa a los hombres del movimiento bolivariano. La patria y el hombre. El futuro, la cruda realidad que vive nuestro pueblo, las necesidades por las que está atravesando los millones de venezolanos que hoy padecen esta terrible crisis histórica en la que hemos caído. Eso sí nos preocupa al movimiento bolivariano. Lors de ces interviews, il rappelle qu'il n'aspire pas à fonder une dictature. De même, probablement pour ne pas prêter le flanc aux critiques, il évite de parler de socialisme, dont pourtant il se sent naturellement proche. Jeune politicien, il n'a pas encore une idée arrêtée sur sa politique économique, naviguant entre un capitalisme d'État modéré et un libéralisme régulé. Le projet politique, lui, bâti pour l'essentiel en prison, se fonde sur 3 textes majeurs. Tout d'abord, le Livre bleu, qui est un début de programme politique, rédigé avant la rébellion armée. Ensuite, le texte intitulé « Comment sortir de ce labyrinthe », qui est une série de propositions concrètes applicables dès sa sortie de prison. Enfin, le projet national Simon Bolivar est un véritable programme gouvernemental, rédigé avec des intellectuels de tout le pays. Ces 3 textes se recoupent en un point essentiel, l'Assemblée constituante. Pour Hugo Chavez, seule cette constituante pourra arracher à l'oligarchie les droits qui reviennent au peuple, et elle seule pourra éviter une nouvelle explosion sociale et la guerre civile. Par ailleurs, le mouvement écarte jusqu'à nouvel ordre la possibilité d'un second soulèvement armé. Mais le 27 novembre 1992, face au refus catégorique du gouvernement de mettre en œuvre les réformes suggérées avec insistance par le MBR200 et attendues impatiemment par le peuple, une partie de l'armée se soulève. Tous ne reconnaissent pas l'autorité d'Hugo Chavez, mais un groupe tente une attaque de la prison pour le libérer. L'assaut échouera en raison d'indiscrétions provenant du groupuscule d'extrême gauche, Drapeau Rouge. C'est ce même mouvement qui, en intervertissant les cassettes, fit diffuser sur la chaîne publique Canal 8 2 vidéos d'Hugo Chavez, donnant l'illusion qu'il était l'instigateur de cette nouvelle sédition. Ya basta de tanta ignominia, basta de tanta traición. Los hombres y mujeres conscientes, comprometidos con el futuro del país, hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mancillado de la patria. Par cette manœuvre, le pouvoir accuse Hugo Chavez d'une nouvelle tentative de coup d'État. Les conditions de détention se durcissent. Certains des camarades de Chavez, lui imputant l'inspiration de cette offensive ratée, le lui reprochent. Une partie du peuple peut être tentée de l'accuser d'être responsable des exactions et des fusillades qui furent pourtant commises par les milices du groupuscule Drapeau Rouge. Ce second coup d'État s'avéra être un coup monté destiné à affaiblir la popularité d'Hugo Chavez auprès du MBR200 et du peuple vénézuélien. Las Fuerzas Armadas son leales a la democracia, el gobierno continuará al frente de los destinos del país y los partidos políticos. Pour tous, les chances de sortir de prison s'éloignent dramatiquement. Le coup porté est puissant. Hugo Chavez se retranche dans la lecture et la réflexion pour une nouvelle traversée du désert. Absoluta, declaró este martes el Congreso de la República la vacante dejada por el presidente de la República suspendido, Carlos Andrés Pérez.
Desde el Parlamento, Emira Sanabria y Orlando Martínez nos informan. 7 mois plus tard, en juin 1993, Carlos Andrés Pérez, devenu extrêmement impopulaire, est déposé par le système. Abandonné par son propre parti, accusé tout à coup d'une corruption pourtant connue de tous et depuis longtemps, il est sacrifié pour calmer la colère du peuple. L'ancien président est condamné à 2 ans de prison, qu'il fera dans sa luxueuse propriété des hauteurs de Caracas. En décembre 1994 ont lieu les élections présidentielles. Rafael Caldera, un habile politicien à la trajectoire oblique, est élu malgré une abstention colossale. Fin stratège, il se garde de condamner la rébellion du 4F. Mieux, il fait mine d'y souscrire du bout des lèvres afin de s'attirer les grâces des Vénézuéliens. Le calificaron de demagogo, de oportunista, de condescendiente con las fuerzas marxistas. Me llamaron abogado de los golpistas simplemente porque dije que lo que había ocurrido el 4 de febrero había que enfocarlo con ojos de realidad, que no se le podía pedir al pueblo defender la democracia como la ha defendido siempre si se le estaba dando hambre, si se le estaba dando persecución, si se le estaba dando toda esa serie de males. Los venezolanos hemos padecido la corrupción. Transfuge de la droite catholique et opportunément rallié à un parti de gauche répondant au nom audacieux de mouvement vers le socialisme. Il promet le changement et la guerre contre la corruption qui gangrène l'administration. Con Caldera, el país está seguro. En la defensa del venezolano, el MAS ha sido constante. Para que gane Venezuela, para que gane Caldera. Sa stratégie paye. Les mouvements de la gauche radicale le soutiennent, comme le Parti communiste ou la Causa R. Ce sont les mêmes qui, quelques heures après avoir abandonné le MBR-200 et avant la rébellion militaire du 4F, accuseront ses dirigeants d'être des dictateurs en puissance. Tous ces mouvements surfent désormais sur la vague Chavez pour s'attirer les sympathies du peuple. Participar de un esfuerzo en ese sentido, cómo no. Y yo creo que va a haber espacio para él en la vida venezolana. La conséquence directe de cette stratégie est la division du comité de direction du MBR-200. Certains souhaitent céder aux sirènes du pouvoir pour obtenir un poste dans le futur gouvernement. Mais d'autres, comme l'intransigeante Chavez, y voient la trahison de leurs idéaux. Rafael Caldera se rapproche de lui et, pour acheter son soutien, lui propose d'entrer avec tous les honneurs dans son futur gouvernement. Chavez refuse. Devant son incorruptibilité, Caldera se résigne à faire seulement la promesse de libérer le populaire prisonnier, s'il venait à gagner l'élection, ce qu'il fit une fois élu. J'ai appris davantage en prison que durant toute ma vie antérieure. C'est ainsi qu'Hugo Chavez, qui est sur le point d'être libéré, décrira son expérience pénitentiaire. Sa culture, son érudition, son jugement et sa maturité se sont particulièrement affûtés pendant ces longs mois de détention. Yo la recuerdo más bien a esa cárcel como un sitio donde Dios nos permitió, y a mí en lo personal, me permitió acerar el alma, fortalecer la conciencia, el espíritu. Nunca me sentí preso, en verdad. Yo incluso estaba preparado para estar allí 20 años si había que estar allí. ¿Cuál es el problema?, decía yo. Porque asumí aquello como una etapa necesaria. Mais préalablement à sa sortie de prison, Hugo Chavez, âgé aujourd'hui de 39 ans, se voit imposer de quitter définitivement l'armée. Il quitte alors son uniforme de parachutiste, mais enfile une chemise et un béret rouge sans un signe qui ressemble fort à ses habits militaires. Ce 27 mars 1994, des milliers de personnes l'attendent sur la grande avenue de Los Poceres. Malgré tous les efforts faits par le pouvoir pour rendre inaperçue la libération de Chavez, les Vénézuéliens sont là pour accueillir celui qu'ils reconnaissent comme leur possible libérateur. Él representa para el pueblo venezolano uno de los hombres que ha dado todo por Venezuela. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Me siento orgullosa de él y vengo en representación de los estudiantes, que todos estamos con él. L'accueil qui est fait à Hugo Chavez est spectaculaire. Celui-ci ne peut plus marcher tant la masse de gens autour de lui est compacte. Il se laisse emporter par cette marée humaine qui l'acclame comme un libérateur, le harangue, le touche, l'embrasse. Une conférence de presse est prévue, mais devant la cohue, celle-ci n'aura pas lieu. Nosotros
Nos vamos a hacer un gran frente nacional y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Hugo Chávez, désormais libre, parvient à s'extraire de cette foule en liesse, accompagné de quelques-uns de ses plus proches camarades, parmi lesquels se distingue déjà une grande et large silhouette. C'est Nicolás Maduro, âgé alors de 32 ans, qui a rejoint le MBR 200 durant l'incarcération de Chávez. Le petit groupe se dirige vers une chaîne de télévision pour être interviewé. De façon naturelle, Hugo Chávez est rapidement appelé « Comandante » par ses interlocuteurs. « Où allez-vous maintenant, Comandante ? À Miraflores, le palais présidentiel ?» lui demande-t-on. « Je n'ai rien à faire à Miraflores. Je vais d'abord dans les catacombes avec le peuple. » C'est ainsi qu'Hugo Chávez, à peine sorti de prison, s'élance sur le long chemin qui le mènera à la présidence. En primer lugar, habría que ver si Chávez llega a presidente de la República, que es el supuesto que lanza el compatriota de la pregunta, habría que ver cómo llega... ¿Ya está en campaña ya? Sí, no, yo no ando en campaña electoral de ningún tipo. Habría que ver cómo llega Chávez, con quién llega, cuándo llega. Es decir, si en este momento me preguntan si hoy Chávez fuese presidente de Venezuela, que no es lo que está planteado en el ambiente, pero ya que es un supuesto lo acepto. Lo primero que habría que hacer en Venezuela ya es disolver el Congreso Nacional, llamar a elecciones a Asamblea Constituyente y decirle al mundo, estamos quebrados, Venezuela está quebrada. Es que nosotros no podemos ni siquiera ya producir alimentos para nuestros hijos. Entonces estamos quebrados, hay que decirlo al mundo e iniciar el manejo de la economía por un periodo de transición con un modelo de economía de guerra, es decir, economía para tiempos de conflicto. Pendant 3 ans, il écumera le pays, ville après ville, village après village, se confrontera aux pénibles réalités de son pays et de son peuple. Voyageant dans de vieilles voitures données par des sympathisants, dormant chez l'habitant, improvisant des discours sur les places publiques, il va semer les graines de ce qui deviendra le plus grand parti sud-américain en nombre d'adhérents. Venir a nombre de la generación militar bicentenaria que decidió insurgir en armas para torcer el rumbo funesto de la República y buscar nuevos caminos. 8 planes nacionales. El último fue el 8º plan de la nación. Aquel plan funesto que llamaron el Gran Viraje. Todos lo recordamos. 8 planes nacionales llevaron a Venezuela a la situación más caótica de toda su historia republicana. Nosotros estamos trabajando desde antes del 4 de febrero en las líneas, repito, muy generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar para enfrentar un modelo económico, construire un modelo económico cuya prioridad sea el hombre. Le MBR 200 en pleine croissance n'est pas un mouvement homogène. Cependant, l'autorité d'Hugo Chávez n'est pas remise en cause et est le gage de la solidité du groupe. Le projet prioritaire est l'établissement d'une assemblée constituante élue par le peuple, chargée de rédiger une nouvelle constitution. Hugo Chávez veut mettre fin au pacte de Punto Fijo, en proposant une 3e voie, face aux 2 partis institutionnels qui se partagent alternativement le pouvoir. Le socle idéologique du mouvement propose une relecture de l'histoire vénézuélienne et de l'héroïsme des fondateurs de la nation. Hugo Chávez sait que l'histoire nationale n'est pas faite que de succès et de légendes reluisantes, mais il sait aussi l'importance d'un roman national pour porter l'espérance d'un avenir meilleur auprès d'un peuple désespéré. Simón Bolívar lui-même, qui déclara au seuil de sa mort avoir labouré la mer, ne réussit jamais à unifier l'Amérique du Sud sous le règne de la justice sociale. N'associant pas l'idée de nation avec les choix funestes de ses dirigeants successifs, Hugo Chávez décide d'aimer son pays en le dissociant des hommes qui le déshonorent au long de son histoire. Il avait compris instinctivement qu'aucune révolution ne peut se bâtir sur le mépris de la nation. Toute l'histoire sud-américaine est la démonstration que révolution et nationalisme sont les 2 sources indissociables de libération des peuples. Esa proclama es patria o muerte. Aussi, Hugo Chávez exalte une mythologie puisée aux sources du roman national.
Orateur éloquent, tribun sincère, il narre l'histoire du Venezuela avec passion, mais aussi beaucoup de pédagogie et de poésie. Soyons humblement fiers de notre pays, dira-t-il à la fin de sa vie. Un poeta norteamericano llamado Walt Whitman, en su canto de mí mismo, lo dice muy claro: la muerte no existe. Cualquier retoño del monte lo demuestra. No hay muerte posible cuando las ideas encarnan en los hombres. Así que mi general Zamora no ha muerto. Está aquí con nosotros, en estos niños, en estos hombres, en estas mujeres. Cette histoire vénézuélienne, envisagée sous son angle le plus grandiose, constitue le cœur idéologique du bolivarisme. C'est l'arbre aux trois racines. Simon Rodriguez, le maître. Simon Bolivar, le leader. Et Ezequiel Zamora, le général du peuple souverain. Ces trois hommes constituent les références historiques d'Hugo Chavez. Simon Rodriguez fut le maître de Simon Bolivar, puis par la suite son mentor. Lecteur assidu des philosophes des Lumières, il instruisit le petit Simon Bolivar suivant les préceptes de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Grand intellectuel sud-américain, il développa l'idée selon laquelle l'Amérique du Sud devait produire ses propres institutions. Il est l'auteur de cette phrase, souvent reprise par Chavez. Soit nous inventons, soit nous nous trompons. Il contribua à définir une vision sociale de l'instruction publique. Le gouvernement de Chavez utilisera d'ailleurs son nom d'emprunt, Robinson, pour désigner 2 siècles plus tard la politique d'alphabétisation. C'est ainsi que la mission Robinson permit à des millions de Vénézuéliens de sortir de l'analphabétisme. Simon Bolivar, le leader, est le cœur de la pensée bolivarienne. L'action du Libertador est le prolongement politique, historique et géographique de la philosophie robinsonienne. Sa volonté de construire, sur la base d'une indépendance conquise par les armes, une société faite de justice sociale, constitue pour Hugo Chavez une référence incontournable. Bien qu'à l'époque le contrat social fût interdit en Amérique du Sud, la pensée de Jean-Jacques Rousseau se retrouve dans son œuvre constitutionnelle et politique. On la retrouvera dans la Ve République fondée en 1999 par Hugo Chavez. Ezequiel Zamora, le général du peuple souverain, fut le chef des révoltes paysannes de 1846, puis l'un des meneurs de la guerre fédérale de 1859, qui opposa le peuple pauvre de province à l'oligarchie régnante de Caracas. Mais sa mort brutale en 1860 au cours du siège de la ville de San Carlos provoqua un retournement du rapport de force, qui, malgré la victoire apparente des fédéralistes, conduisit à la défaite de la cause paysanne en 1863. Inspiré très largement par la pensée de Simon Bolivar, il eut le temps, durant un demi-siècle, de s'imprégner des idées révolutionnaires françaises de 1789, 1830 ou 1848. Souhaitant libérer la petite paysannerie du joug des grands propriétaires terriens, sa devise était « Élection populaire, terre et hommes libres, terreur pour l'oligarchie ». Hugo Chavez utilisera ces mots lors de la création du MBR 200, au pied de l'arbre ancestral. Loin de l'antimilitarisme habituel des intellectuels de gauche, Hugo Chavez n'hésite pas à choisir des soldats comme référence. Il comprend que la liberté se conquiert car elle ne leur sera pas donnée. Il n'a pas la coquetterie des penseurs de l'extrême gauche occidentale, qui pourtant le soutiendront bien souvent malgré des différends idéologiques de taille. Hugo Chavez n'est pas compris dans son essence par la gauche européenne, dite révolutionnaire, qui ne voit en lui que le porte-drapeau d'un socialisme mis en pratique. Mais c'est trahir l'âme d'un révolutionnaire, dont le cœur de la pensée s'articule autour de piliers que cette gauche exècre: l'armée, la foi, le patriotisme. Somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos muchas cosas, pero en esencia, patriotas.
Au Venezuela aussi, Hugo Chavez est attaqué de toutes parts, entre autres en raison de son attachement à l'armée. Il est attaqué par la droite, mais également par la gauche institutionnelle, désormais fortement compromise au sein du gouvernement de Caldera, sur le point de livrer le pays au marché unique américain en construction, l'ALCA. Le secrétaire général du Parti communiste déclare « La présence du Godillo de Chavez fait du tort au mouvement populaire. L'extrême gauche, plus violente encore, le traite de leader d'extrême droite. » Mais Chavez ne transige pas. Son objectif, dit-il, c'est un compromis direct avec le peuple. Car Hugo Chavez noue un lien puissant avec son peuple, sans intermédiaire. Sa popularité repose non seulement sur les idées qu'il développe, mais également sur sa personnalité, son tempérament, son autorité naturelle. « On veut entendre Chavez !» crie la foule dès qu'un autre intervenant prend la parole. Cette proximité est immédiatement taxée de populiste par ses ennemis, cherchant à dénoncer une démarche démagogique, voire autocratique. Mais Hugo Chavez, sourd à toutes ces attaques, poursuit sa campagne électorale. Il cherche des soutiens hors du Venezuela, se bâtissant une stature de chef d'État. Son objectif, en tant que bolivarien, est de préparer un nouveau système d'intégration continentale sud-américain. Il faut faire contrepoids à l'extension de la logique néolibérale nord-américaine, dont l'ALCA est désormais le fer de lance. Pour cela, il compte s'appuyer sur un petit réseau de militaires nationalistes à travers l'Amérique latine. Après s'être rendu en Colombie se recueillir sur la tombe de Jorge Gaitán, leader populiste colombien des années 40, Hugo Chavez souhaite rencontrer une icône de sa jeunesse, Fidel Castro. Il se rend ainsi à Cuba le 13 décembre 1994 par un simple vol commercial. À sa grande surprise, Fidel Castro, qui a alors 68 ans, l'attend au pied de l'avion avec les honneurs réservés habituellement aux chefs d'État. Alors qu'ils se saluent fraternellement sur le tarmac de l'aéroport, à Washington, c'est Rafael Caldera qui serre la main de Bill Clinton. Curieuse ironie de l'histoire. À l'université de La Havane, lors d'un discours improvisé, Chavez fait la démonstration à nouveau de ses qualités d'orateur. Il délivre les contours d'une vision géopolitique bolivarienne, à une assistance immédiatement séduite. Lo mismo le digo a todos ustedes, queridos compatriotas cubanos latinoamericanos. Algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano. Los últimos rebeldes. Par cette rencontre, Fidel Castro rassure certains mouvements de gauche sud-américains qui accusaient Chavez de velléité fasciste. Il renforce d'autre part sa légitimité, confortant sa crédibilité nationale et internationale. De retour au Venezuela, il est immédiatement accusé d'être un communiste aux ordres de Fidel Castro. Il est même accusé par la presse et le président colombien d'être à l'origine d'une attaque meurtrière de la guérilla à la frontière colombienne. Toutes ces calomnies seront réutilisées inlassablement contre lui durant les 20 années qui suivront. Les voyages d'Hugo Chavez à travers le Venezuela puis l'Amérique du Sud entre 1994 et 1997 sont financés par son petit groupe d'amis. Il reverse l'intégralité de sa petite pension militaire à son ex-femme Nancy et ses 3 enfants. Les voyages de Chavez à l'étranger sont bien souvent payés par ses hôtes. Dans cette épopée, nulle trace de financement occulte ou d'argent de l'étranger. Progressivement, les dons constituent une base solide permettant l'autonomie économique propice aux actions de grande envergure. Mais pour l'heure, l'objectif principal d'Hugo Chavez, ce sont les élections de 1998. La faillite économique s'aggrave depuis la nouvelle crise bancaire de 1994. L'inflation explose. En 1997, elle atteint la valeur record de 115%. Face à cette situation critique, Rafael Caldera, abandonnant ses promesses électorales et suivant la voie de ses prédécesseurs, impose au pays les mesures néolibérales préconisées par le FMI et la Banque mondiale. Les privatisations des services publics s'enchaînent, les marchés sont libérés de toute contrainte et les banques privées sont encore une fois sauvées avec l'argent public. Les indicateurs sociaux de pauvreté, du chômage ou des inégalités explosent.
Au sein du MBR 200, certains courants refusent de se soumettre à la mascarade électorale. Mais Chavez ne veut pas tenter un nouveau coup d'État, ni risquer à nouveau des vies. Et puis une enquête organisée à sa demande par des professeurs de l'université conclut que 55% des suffrages se porteraient sur sa candidature en cas de participation à l'élection présidentielle. Majoritairement convaincu, le MBR 200 finit par se plier au choix de son commandante. L'utilisation du nom de Bolivar pour un parti politique étant à juste titre interdit, Hugo Chavez renomme le MBR 200 en Mouvement 5e République, le MVR. Il deviendra en 2007 le Parti socialiste unifié du Venezuela, le PSUV. Chávez, la fuerza que mueve al pueblo. Yo voy a ir a Miraflores para convocar el poder constituyente del pueblo venezolano y para comenzar la transformación integral del modelo político. Llegar a Miraflores, Dios mediante, y ustedes mediante, para poner la mano firme en el timón de la nave que se hunde en la tormenta. Chávez, la fuerza que mueve al pueblo. Désormais fort d'un parti possédant des ramifications dans tout le pays, grâce à 3 années de pèlerinage sur les terres du Venezuela, Chavez se déclare candidat à l'élection présidentielle de 1998. Les partis de la gauche institutionnelle comme le Parti communiste vénézuélien ou encore le Mouvement vers le socialisme sentent le vent tourner. Ceux-là même qui avaient apporté leur caution révolutionnaire au gouvernement traite de Caldera en 1994 soutiennent le MVR nouvellement créé. Une large coalition est créée à l'occasion des élections présidentielles, le pôle patriotique, qui regroupe donc le MVR, le PCV, le MAS, mais aussi plusieurs autres partis de gauche et d'extrême gauche. Du fait de ces alliances, mais aussi probablement d'une stratégie politique de recherche d'un consensus nécessaire, Hugo Chavez se fait moins radical. Ainsi, durant la campagne présidentielle, il concède lors d'interviews télévisées que Cuba vit sous une dictature, ou encore qu'hormis la société pétrolière PDVSA qu'il fallait reprendre en main, il ne comptait pas revenir sur les privatisations antérieures. Il promet que le FMI ne serait pas mis à la porte. Il admet même qu'il n'est pas socialiste. Ces concessions, Hugo Chavez les fait en connaissance de cause. D'abord, il doit maintenir l'alliance du pôle patriotique, mais aussi, il ne veut pas effrayer la bourgeoisie nationale. Il sait bien qu'il aura besoin de s'appuyer sur elle pour relancer l'activité économique du pays. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias
Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo. Il tente, malgré son sulfureux passé de militaire séditieux, de modérer son discours pour ne pas effrayer les capitaux étrangers et se retrouver ainsi à la tête d'un pays ingouvernable. Son seul objectif, c'est d'être élu. C'est la seule voie pour imposer la formation d'une assemblée constituante réellement populaire. De cette assemblée émanera une 5e république, véritablement démocratique et sociale. Cette stratégie est payante. Es momento definitivo para nuestra historia. Es un momento estelar el que estamos viviendo. Cuando las máscaras se han caído definitivamente, cuando tenemos por delante el 6 de diciembre, yo, Hugo Chávez Frías, soldado de mi patria, porque eso es lo que yo soy, un soldado. Verdaderamente, lo que yo soy, sencillamente, es un soldado del pueblo. Y aquí estoy, como desde hace años, asumiendo mi responsabilidad ante el pueblo de Venezuela, ante mi conciencia, ante mis hijos, ante mi propia historia, ante mis compañeros que dieron la vida por la patria el 4 de febrero de 1992. Ha pasado tanto tiempo. Yo feliz me siento, lleno en el alma, lleno en el espíritu, lleno por ustedes que tanto amor me han dado en estos años. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, amor con amor se paga. Amor con entrega se paga. Yo, verdaderamente, y lo digo al lado de mi esposa Marisabel, y lo digo delante de mis hijos, y lo digo delante de mis padres, yo ya no me pertenezco a mí mismo. Yo, toda mi vida, le pertenece al pueblo de Venezuela. Hagan ustedes de mí lo que quieran. Le 6 décembre 1998, Hugo Chávez remporte triomphalement les élections présidentielles, dès le premier tour, avec 56,2% des suffrages. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos, 56,23%. Enrique Salas, candidat des partis réunis de l'ancien pacte de Punto Fijo, ne parvient même pas à réunir 40% des électeurs. Nosotros representamos la esperanza del pueblo. Es ahí la explicación de nuestra popularidad. À 45 ans, le commandant Chavez devient le dernier président de la 4e République du Venezuela. Il réalise sa prophétie de jeune adolescent. Un jour viendra où c'est moi qui tiendrai les rênes de la patrie de Bolivar. Aux portes du pouvoir, Hugo Chávez s'apprête à bouleverser le destin d'un pays et d'un continent tout entier. Quiero, primero que nada, pues dar un saludo a todos ustedes, un saludo a todo el pueblo venezolano, un saludo a todos los pueblos del mundo. Desde esta Caracas bolivariana, sencillamente todo se ha consumado. Así lo decíamos hará unos pocos días, aquí mismo en Caracas. Decíamos el domingo 6 de diciembre se va a consumar lo que tiene que consumarse. Hoy podemos decir, con el espíritu lleno de tranquilidad, con la conciencia llena también de tranquilidad,
todo se ha consumado. Pasó lo que tenía que pasar. No podía pasar otra cosa en Venezuela hoy, 6 de diciembre de 1998. Yo, uno más de este proceso, apenas soy eso, uno más. Siempre he repetido la frase bolivariana, aquella, soy una paja apenas, empujado por el huracán revolucionario. Lo decía Simón Bolívar en Angostura hace 180 años. Hoy yo soy eso, más nada. Un grano de arena en el bloque viviente que hoy se mueve. Una gota de agua en el río que corre. Eso es lo que yo sencillamente soy. Así que, pleno mi espíritu de tranquilidad. Tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer. Yo, con toda esa profundidad del alma, desde aquí le envío un abrazo, un reconocimiento a todos los hombres y a todas las mujeres de Venezuela, sin distingo. No solamente los que votaron por mí y los que han apoyado esta corriente bolivariana, sino a todos, de todos los partidos políticos, los que no tienen partidos políticos, que son los más, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los indios, los católicos, los protestantes, los ateos, todos. Mi reconocimiento, porque, como también lo dije en muchas ocasiones, el pueblo venezolano le va a demostrar al mundo de lo que es capaz. El pueblo venezolano está amasado con el barro de los libertadores de este continente y lo está demostrando de nuevo. ¡Qué grande es el pueblo venezolano! ¡Gloria al bravo pueblo! Este es mi saludo inicial como presidente electo de Venezuela. Gracias a Dios por habernos alumbrado el camino. Gracias a Dios por habernos dado coraje para aguantar lo que hemos aguantado. Gracias a Dios por habernos dado fortaleza en el cuerpo, en el alma, en la mente, para haber superado tantos obstáculos. Claro que también lo he dicho, y a todo el pueblo venezolano le hago el llamado, a los caraqueños, a los que están allá afuera plenando las adyacencias de este Ateneo de Caracas, y a todos los que están por las calles de la capital, en sus casas, por todos los pueblos de Venezuela, desde los Andes hasta la Guayana, desde las costas del Caribe hasta allá, hasta las riberas del Meta y el Capanaparo. Tranquilidad, humildad sobre todo, magnanimidad en la victoria. La victoria no es de Chávez, la victoria es de un pueblo, porque como lo hemos dicho, y entonces paso a responder la pregunta, como se ha dicho y como recorrió el país Chávez ya yo no soy en verdad. Chávez es un sentimiento nacional. Chávez recorre toda Venezuela. Es un proyecto que se hizo colectivo. Yo orgulloso estoy de haber cruzado estos caminos, de haber llegado aquí. Y claro que sin el pueblo venezolano, pues yo no sería nadie. Por eso, mi compromiso existencial, vital, para siempre, con la esperanza de un pueblo, con el honor de un pueblo que ha levantado de nuevo sus banderas. El pueblo venezolano tiene dignidad, tiene coraje, tiene honor, y lo ha demostrado hoy, día para la historia. 6 de diciembre quedará inscrito en las páginas de la nueva historia venezolana. Hoy está comenzando una nueva historia. Seamos todos, pues, unidos, protagonistas de esa nueva historia de Venezuela.